Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique en hématologie sur le syndrome mononucléosique. Tout d'abord, avant de commencer cet exposé, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'avoir plus de contenu. Tout d'abord, concernant l'énoncé, il s'agit de Gaëlle, 17 ans, qui consulte son médecin de famille car elle se sent anormalement fatiguée, elle a un peu de fièvre à 37,7 degrés et présente des douleurs articulaires à l'approche du baccalauréat. Après l'auscultation, ce médecin constate la présence d'adénopathie cervicale et apprend que la jeune fille sort depuis quelques semaines avec son premier petit ami. Un bilan biologique est demandé. Concernant cet énoncé, il y a plusieurs mots-clés à retenir. Tout d'abord, on apprend qu'il s'agit de Gaëlle, 17 ans, donc c'est une fille relativement jeune. On apprend parmi ses signes cliniques qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle a un peu de fièvre à 37,7 degrés, et si on peut parler déjà de fébricule. On apprend qu'elle a également des douleurs articulaires. Le médecin à l'examen physique note la présence d'adénopathie cervicale. Ça peut nous orienter vers une simple infection virale, par exemple. Ensuite, concernant le contexte, on apprend qu'elle sort depuis quelques semaines avec son premier petit ami. Alors, enfin, concernant le bilan biologique, on va tout d'abord interpréter les globules rouges. Concernant le taux d'hémoglobine, il est tout à fait normal. Le taux de globules rouges est normal. Le volume globulaire moyen également. Le taux corpusculaire moyen en hémoglobine est normal, ainsi que le taux de réticulocytes. Le bilan des globules rouges est donc normal. Par rapport à l'interprétation des globules blancs, on apprend que le taux de leucocytes est de 10,2 giga par litre. Il y a donc une légère leucocytose. Le taux de lymphocytes est de 5,4 giga par litre. Il y a donc une lymphocytose. Le taux de monocytes est normal. Déjà à ce stade, on peut calculer le pourcentage de cellules mononucléées, c'est-à-dire le pourcentage de lymphocytes et de monocytes, que l'on va calculer juste ici. Concernant le taux de polynucléaire, il est tout à fait normal. Donc ici, il s'agira d'une leucocytose à lymphocyte dont le pourcentage de cellules mononucléées est à 57%. L'analyse du frottis sanguin montre que plus de 30% des lymphocytes sont des grands lymphocytes hyperbasophiles. Les grands lymphocytes hyperbasophiles, pour savoir, il s'agit de lymphocytes qui sont activés. Ils sont notamment retrouvés en cas d'infection. Par rapport à l'interprétation des plaquettes, il est de 227 giga par litre, il est donc tout à fait normal. Au total, donc au niveau de la lignée des globules rouges, elle est normale. La lignée des globules blancs, on a la leucocytose à prédominance de lymphocytes et la lignée plaquettaire est normale. Par rapport aux questions, la toute première question, une mononucléose infectieuse est suspectée. Pourquoi cette pathologie est-elle suspectée? Quel est l'agent infectieux responsable de la mononucléose infectieuse? Comment la patiente a-t-elle pu se contaminer? Comment le biologiste pourra-t-il confirmer le diagnostic? Les résultats des examens réalisés à la question 3 ont été rendus négatifs par le biologiste. Quelles sont les autres principales étiologies des syndromes mononucléosiques? Décrivez brièvement les principaux agents infectieux responsables et leur diagnostic. Enfin, la dernière question, quelle est l'évolution habituelle de cette pathologie et la prise en charge? Par rapport à la première question, pourquoi cette pathologie est-elle suspectée? Donc on va suspecter la mononucléose infectieuse. Il s'agit d'une infection à l'Epstein-Barr virus. Plusieurs arguments nous orientent vers ce diagnostic. Il y a tout d'abord les arguments biologiques. On va tout d'abord rappeler les arguments biologiques du syndrome mononucléosique. Au niveau de l'hémogramme, donc on va tout d'abord regarder le pourcentage de cellules mononucléées et le taux de lymphocytes activés. Donc dans notre cas, le taux de cellules mononucléées était de 53%, il est donc supérieur à 50%, ça nous fait déjà un premier argument biologique. Concernant le taux de lymphocytes activés, dans notre énoncé, il était de 30%, ici il est supérieur à 10%, ça nous fait donc un deuxième argument en faveur du syndrome mononucléosique. Par rapport à l'activation des lymphocytes, celui-ci est variable et se traduit par un grand polymorphisme cellulaire, comme en témoignent les différents aspects cytologiques que l'on peut observer au cours du syndrome mononucléosique. C'est-à-dire qu'il y a un polymorphisme au niveau de la taille des cellules, de la basophilie et de l'aspect du noyau qui sont très variables. Sur l'image, on observe par exemple un lymphocyte mature activé au niveau A, un lymphocyte à grain en B, en C, on observe un lymphocyte basophile, en D et E, il s'agit de cellules mononucléées hyperbasophiles. Ensuite, il y a les arguments cliniques. La patiente présentait une fébricule, de la fatigue et des polyadénopathies.
Ici, on va faire un petit rappel sur les signes cliniques du syndrome mononucléosique. Il y a un signe pathognomonique, il s'agit de la triade, qui comprend à la fois de la fièvre, on aura normalement un pic fébrile qui se produit habituellement au cours de l'après-midi ou du soir, avec une température d'environ 39,5 degrés, bien qu'il puisse même atteindre les 40,5 degrés. En deuxième signe, on a la pharyngite qui peut être sévère, douloureuse et exudative. Elle peut ressembler à la pharyngite streptococcique, donc il faudra faire attention au diagnostic différentiel. Enfin, le dernier signe de cette triade, il s'agit de la polyadénopathie. Ici, les ganglions sont classiquement symétriques, de petite taille, modérément inflammatoires, de localisation diffuse et notamment cervicale. L'adénopathie peut être l'unique manifestation. Par rapport aux autres symptômes, on observe souvent des splénomégalies qui apparaissent chez 50% des patients. Celle-ci est maximale pendant la deuxième et la troisième semaine et ne provoque habituellement qu'une pointe splénique à peine palpable. On observe également une légère hépatomégalie, un œdème périorbitaire, moins fréquemment des éruptions maculopapuleuses. Enfin, il y a également les complications. Elles sont très rares, mais peuvent être dramatiques. Elles comprennent par exemple l'encéphalite, et d'autres manifestations neurologiques. On observe également la rupture de la rate, l'obstruction des voies respiratoires en raison de l'augmentation du volume des amygdales, peut-être également une anémie hémolytique, une thrombopénie et un ictère. Enfin, par rapport à notre cas clinique, il y avait également les arguments épidémiologiques tels que l'âge de la patiente, pour rappel, elle avait 17 ans, ainsi que la notion de premier partenaire. Deuxième question, quel est l'agent responsable de la mononucléose infectieuse? Comment la patiente a-t-elle pu se contaminer? Comme on l'a dit plus tôt, il s'agit d'une infection à Epstein-Barr virus, également appelée EBV ou HHV4, pour herpès virus 4. Par rapport à sa classification, il s'agit de la famille des herpès viridés, de la sous-famille des gamma-herpès virinés, du genre lymphocryptovirus. L'espèce, comme dit plus tôt, il s'agit de l'herpès virus humain de type 4. Par rapport à la structure, un petit rappel, il s'agit d'un virus à ADN bicaténaire enveloppé à capside icosaédrique. Ici, l'ADN est entouré d'une nucléocapside protéique, elle-même entourée d'un tégument protéique, lui-même entouré d'une enveloppe contenant à la fois des lipides et des projections superficielles de glycoprotéines, essentielles à l'infection de la cellule hôte. Ensuite, par rapport à la contamination, on suspecte une infection par voie salivaire, qui est la contamination la plus fréquente. Cette maladie, pour rappel, elle est également appelée la maladie du baiser. Alors, les patients sont contagieux uniquement dans la période proche d'une infection récente. Le virus se fixe alors sur un récepteur spécifique, le CD21, qui est le récepteur du C3D et de l'Epstein-Barr virus des lymphocytes B, mais aussi sur des grandes cellules de l'amygdale et de l'oropharynx qui peuvent héberger ce virus. Par rapport à la troisième question, comment le biologiste pourra-t-il confirmer ce diagnostic? Il y a plusieurs méthodes de diagnostic. Il y a tout d'abord les techniques sérologiques qui vont comprendre la détection des IgM et des IgG anti-VCA, des IgG anti-EBNA, ainsi que les anticorps anti-EA. Tous ces anticorps vont être détectés soit par immunofluorescence, il s'agit de la méthode de référence, par ELISA ou par immunoblot. Ici, on a un aperçu de la cinétique d'apparition des anticorps. Ici, cette cinétique est tirée d'un article réalisé par Michel Segondi en 2019. Alors, au tout début, on a la recherche de l'ADN de l'Epstein-Barr virus, qui est le marqueur le plus précoce. Ensuite, on a les anticorps IgM anti-VCA. Donc, VCA, pour rappel, il s'agit de viral capside antigène. Ceci est témoin d'une infection récente. En deuxième position, on a les IgG anti-VCA, qui sont, eux, témoins d'une immunisation. Ils persistent à vie. On a également les anticorps anti-EA, également tirés de l'onglet Early Antigen, qui sont témoins de l'activité du virus. Enfin, on a les IgG anti-EBNA pour Epstein-Barr nucléaire antigène, qui sont, eux, témoins d'une infection ancienne.
Ils ont une apparition plus tardive et ils persistent également à vie. Ici, un petit tableau résumé de l'interprétation de la sérologie. Donc c'est juste à titre informatif, mais en première position, il faut tout d'abord regarder s'il y a la présence d'anticorps anti-VCA afin de savoir si la patiente est immunisée ou non. Ensuite, on pourra regarder les autres anticorps. Ici, s'il y a la présence d'anticorps anti-VCA, la patiente a donc déjà été en contact avec ce virus. Comme deuxième technique, on a la PCR qui va nous permettre de détecter la présence d'ADN viral. Enfin, on a le MNI test. Alors ici, le principe du test consiste en une recherche d'anticorps hétérophiles par agglutination des hématies de cheval par le plasma d'un malade sur l'âme. La réaction est positive s'il y a une hémagglutination visible à l'œil nu, dans laquelle nous observerons un éclaircissement du milieu dans les 2 minutes. On pourra alors conclure à la présence d'hétéroanticorps de mononucléose infectieuse. À droite, on observe une réaction négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémagglutination, il y a donc absence d'hétéroanticorps. Ce MNI test peut être utilisé en dépistage, mais il n'est plus beaucoup utilisé. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a une rapide négativation de ce test. Il y a de nombreux faux positifs, aux alentours de 5%, dans l'infection aiguë, par exemple, lors du VIH. Il y a également la présence de nombreux faux négatifs, dans 20 à 30% des cas. Il y a plusieurs causes à cela. Tout d'abord, s'il y a un stade trop précoce de la maladie, on pourra alors ne pas déceler la présence des anticorps. Le test devra alors être répété 7 jours après, si les symptômes persistent. Il y a également une autre cause de faux négatifs, c'est par exemple chez les nourrissons et chez les jeunes enfants, car ils ne synthétisent pas d'anticorps hétérophiles. Du fait d'une bonne spécificité, la valeur prédictive positive de ce test est bonne, malgré que la sensibilité doit lui faire préférer la sérologie. Donc ensuite, par rapport à la 4e question, quelles sont les autres principales étiologies des syndromes mononucléosiques? Décrivez brièvement les principaux agents infectieux responsables et leur diagnostic. Les principales étiologies, on a par exemple l'infection à cytomégalovirus. Pour rappel, il s'agit d'un virus de la famille des herpès viridés, de la sous-famille des bêta-herpès viridés, du genre cytomégalovirus. Enfin, l'espèce, il s'agit de Human herpes virus 5. Par rapport à la structure, un petit rappel, il s'agit juste d'un virus de grande taille enveloppé. L'enveloppe est d'origine nucléaire, il y a une capside icosaédrique, enfin l'ADN est sous forme de double brin linéaire. Par rapport au diagnostic, il y a également la sérologie, dans laquelle on va faire la recherche d'immunoglobuline M anti-cytomégalovirus. On pourrait également faire la culture virale sur fibroblastes ou l'antigénémie PP65. Ensuite, on a le VIH, deuxième grande cause de syndrome mononucléosique. Pour rappel, il fait partie de la famille des rétroviridés, du genre l'antivirus. L'espèce, c'est le Human Immunodeficiency virus 1 et 2. Par rapport à la structure, il s'agit d'un virus de taille moyenne, enveloppé, constitué d'une bicouche lipidique. L'enveloppe est constituée d'une bicouche lipidique et de glycoprotéines, AGP120 et GP41. La capside est de symétrie cubique. L'ARN est un simple brin diploïde de polarité positive. Par rapport au diagnostic, ici j'ai juste mis un algorithme décisionnel. Pour rappel, il suffit juste de faire la recherche des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 en dépistage. Si ceux-ci sont positifs, on va alors faire la recherche par Western blot, dans laquelle on va rechercher les anticorps anti-enveloppe, plus on va rechercher la présence d'un anticorps anti-GAG ou anti-POL. Enfin, si ceci est positif, on va à nouveau réaliser une sérologie. Donc cette sérologie se fera sur un deuxième prélèvement, afin de confirmer l'infection à VIH. Enfin, nous avons également le Toxoplasma gondii, de la classification de la famille des protozoaires, de la famille des Apicomplexa. L'espèce, il s'agit du Toxoplasma gondii. Il s'agit d'un protozoaire intracellulaire obligatoire. On retrouve 3 formes. Ici en A, on observe
chizoïde ou forme végétative, visée par la pointe de flèche. Ici, c'est un frottis à coloration OGMSA. On note la division du noyau en deux noyaux. Il s'agit de la seule forme qui est mobile. Alors en B et en C, on observe des kystes tissulaires. En B, on observe une coloration au GMSA et à l'argent. Alors en C, il s'agit d'une coloration au PAS. Donc ici, on voit la présence de nombreux kystes entourés par une fine membrane. Il s'agit d'une forme immobile. Enfin, en D, on observe la présence des zoocystes non sporulés, également appelés sporozoïtes. Donc ici, ils sont retrouvés au niveau des fesses du chat. Concernant le diagnostic, on va rechercher la présence d'immunoglobuline M ou d'immunoglobuline G antitoxoplasme. On pourra également regarder l'avidité des immunoglobulines G. Ici, il y a un petit algorithme décisionnel, donc c'est juste à titre informatif. Par rapport aux autres étiologies, on a les étiologies virales, telles que les hépatites A, B, C, parasitaires comme le paludisme, bactériennes, les hypersensibilités médicamenteuses et le observé lors du DRESS syndrome. Pour rappel, il s'agit du Drug Rash with Eosinophilia and Systematic Symptoms, également lors des maladies auto-immunes ou lors des greffes d'organes. Donc ici, j'ai mis un algorithme décisionnel devant un syndrome nucléosique. Donc dans notre cas, on avait un syndrome mononucléosique sur l'hémogramme. Il faut alors regarder le contexte clinique, s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte. Dans notre cas, il s'agissait d'un adulte sans notion de rapport sexuel non protégé. Donc, on va donc rechercher la présence d'une triade clinique. Donc, dans notre cas, la patiente présentait une fièvre ainsi que des adénopathies. Il n'y avait pas de pharyngite déclarée, mais on va suspecter que la patiente présentait cette triade. Il y a donc la forte probabilité d'une mononucléose infectieuse. Ensuite, normalement, dans la littérature, on conseille de faire un MNI test. Si celui-ci est positif, la mononucléose est alors confirmée. Cependant, si celui-ci est négatif, on va écarter les causes d'Epstein. On va quand même faire la recherche d'Epstein-Barr virus à l'aide de la sérologie, par exemple en quantifiant les IgM, les IgG ou les IgG anti-EBNA. Et s'ils sont absents, on va donc alors rechercher les autres causes que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la recherche du cytomégalovirus, de l'HHV6 ou de la toxoplasmose. Par rapport à la dernière question, quelle est l'évolution habituelle de cette pathologie et la prise en charge? Ici, l'évolution en général, elle est bénigne, en dehors des complications. Alors, le traitement habituel, il n'y a pas grand-chose à faire, excepté le repos. On peut associer aux antipyrétiques afin de diminuer la fièvre. En cas de forme grave, il faudra faire un traitement de l'étiologie. Par exemple, s'il y a une infection à cytomégalovirus, on va utiliser les antirétroviraux. À VIH, on va utiliser la trithérapie antirétrovirale. Enfin, s'il y a une infection à Toxoplasma gondii, on va utiliser la pyrimétamine sulfate diazine. Voici mes références utilisées. J'ai utilisé le MICbook, la 3e édition, ainsi que les cas cliniques en hématologie des éditions Prépa Pharma. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Merci beaucoup.